Philippe, merci d'avoir réuni toutes les personnes qui ont contribué à la publication de l'ouvrage « Accompagner la démarche portfolio ». C'est un ouvrage que l'on peut qualifier d'outil d'aide à l'orientation et à la construction du projet professionnel, outil qui tient compte d'un contexte actuel, d'une économie mondialisée, d'un monde du travail complexe et d'une société hyper connectée. Sur le long terme, on peut dire aussi que c'est un outil de gestion de carrière. Philippe Gauthier, pouvez-vous nous dire ce qui a motivé cette publication? Est-ce votre propre parcours, le rôle que joue l'université, donc les enseignants, quant à la professionnalisation des étudiants? Ou bien encore, est-ce que c'est la quasi-absence de littérature sur le sujet, comme l'a souligné Jean-Pierre Boutinier dans sa préface? Eh bien, ce sont les 3 points, finalement. Du côté de la littérature professionnelle et scientifique, dans le domaine de l'orientation et de l'élaboration du projet professionnel, la littérature scientifique et professionnelle est relativement abondante. Par contre, dans le champ de l'accompagnement de la démarche, de la construction du portefeuille de compétences, les travaux précédents dataient dans les années 80, il s'agissait des travaux de Marthe sans regret, donc au Québec. En France, on avait un ouvrage publié par Ginette Robin dans les années 90 qui permettait de construire une partie du portefeuille de compétences, en tout cas dans une optique de reconnaissance des acquis. Et le tout dernier ouvrage date de 2006, il a été écrit par Josette Layek, donc un ouvrage qui traite plutôt de la question de l'orientation tout au long de la vie et de l'usage du portefeuille de compétences dans ce cadre-là. Mais en tant qu'ouvrage méthodologique destiné à des professionnels et concernant la perspective sociétale qui est celle du XXIe siècle, personnellement je ne trouvais pas dans mes pratiques de formateur d'ouvrages qui intégraient en fait les grandes transformations sociales en particulier du monde d'aujourd'hui. Et puis pour ce qui concerne ma pratique personnelle, en fait je me suis rendu compte dans le courant des années 2000 que je pratiquais moi-même une démarche de portefeuille de compétences de façon plus ou moins intuitive, et j'ai cherché à la modéliser, à lui donner une forme, une cohérence, pour ensuite la transposer auprès d'étudiants de l'université, comme c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des cursus universitaires ou de grandes écoles. Donc en fait, ce sont les trois points qui ont initié l'écriture de cet ouvrage, c'est-à-dire une pratique personnelle, transposée en contexte d'enseignement supérieur, mais aussi le manque de méthodologie construite permettant de développer la démarche, qui ont donné l'idée en fait d'écrire finalement le livre qui nous manquait. Voilà, d'où l'idée aussi d'une coécriture à 4 mains, donc avec Maxime, de façon à enrichir aussi les différentes approches possibles dans la conduite d'une telle démarche, accompagner la démarche portfolio. D'accord. Donc est-ce qu'il est destiné avant tout aux professionnels de l'accompagnement, ou est-ce qu'il peut être utilisé comme outil d'auto-orientation, je ne sais pas si on peut dire ça. L'ouvrage est avant tout destiné aux professionnels de l'accompagnement, donc l'accompagnement de carrière au sens large, des conseillers en évolution de carrière, mais aussi pour des accompagnateurs à la construction du projet professionnel en contexte académique. Mais l'ouvrage a une particularité, c'est qu'il fonctionne aussi comme une sorte de guide encyclopédique. On peut piocher dedans aussi pour s'interroger soi-même et finalement s'accompagner soi-même pour partie dans l'élaboration de son propre portefeuille de compétences et construction et usage du e-portfolio. Sylvie Daré, vous avez accepté d'éditer ce livre dans la maison d'édition que vous dirigez, les éditions Qui plus est. En quoi cet ouvrage rentre dans la ligne éditoriale de votre maison d'édition? Alors il rentre tout naturellement parce que, comme vient de le dire Philippe, nous éditons des ouvrages et des outils essentiellement à destination des professionnels de l'accompagnement. Donc c'est leur premier lecteur, et notre ligne éditoriale est vraiment de placer l'individu au centre du processus d'orientation, ce que les 2 auteurs font. Donc ce que l'on cherche, c'est fournir des outils aux professionnels qui leur permettent de mener des entretiens ou d'animer des sessions collectives destinées à permettre aux personnes accompagnées d'apprendre des choses sur elles-mêmes et de découvrir la réalité de l'environnement, ce qui est fait dans cet ouvrage. Et ce qui m'a surtout séduite, c'est la quantité et la qualité de travail de ces 2 auteurs sur toute la partie théorique et historique sur cette démarche de portfolio, et être capable, à partir de la richesse de cette démarche, de faire des outils très pratiques, ce que nous réclament nos lecteurs, c'est-à-dire comment pratiquement accompagner quelqu'un dans le choix de faire ou de ne pas faire d'ailleurs son portfolio.
Bien, Maxime Paulet, vous êtes l'autre auteur de cet ouvrage. Vous pouvez peut-être maintenant nous en dire un peu plus et nous présenter brièvement le livre et aussi nous indiquer la meilleure manière de l'utiliser en tant que guide. Pour comprendre l'ouvrage, il faut comprendre comment nous avons cherché à l'écrire au service des lecteurs. Nous avons différents types de lecteurs, des professionnels de l'accompagnement, effectivement, mais aussi des universitaires, des chercheurs, éventuellement des personnes soucieuses de la façon dont elles vont gérer leur carrière professionnelle. Donc nous avons essayé de lier les différentes parties, tout en acceptant le fait qu'un livre est écrit avec un début, un milieu, une fin, et qu'il a fallu faire des choix. Donc nous avons commencé par une partie sur la théorie, sur à quoi, dans quel contexte le portfolio s'inscrit, dans quel contexte la démarche s'inscrit. Ensuite, une partie pratique sur comment mettre en œuvre, comment accompagner une démarche portfolio, tout en acceptant le fait que ce comment s'appuie sur le pourquoi, sur le contexte. Pourquoi on fait ainsi? La réponse est au début. On a d'abord la réponse et ensuite la technique. La dernière partie est sur l'évaluation et sur les éléments d'ouverture et de perspective de la démarche portfolio au XXIe siècle. Il y a donc plusieurs entrées possibles dans le livre. Oui, tout à fait. Et nous encourageons même le lecteur à commencer par la partie qui le concerne, la partie qui va l'intéresser. S'il souhaite avoir une réponse technique, concrète, pratique, opérationnelle, il va commencer par le milieu. S'il souhaite comprendre le pourquoi de la démarche, il va s'intéresser au début du livre. S'il souhaite réfléchir sur les perspectives du portfolio, il va commencer par la fin, tout en se rappelant que la fin est connectée au milieu, qui est connectée au début, et qu'il faudrait tout lire plusieurs fois si on voulait être puriste et vraiment tout saisir. Bien, Jean-Pierre Boutinet, quant à vous, en tant que préfacier, vous avez tenté d'établir dans votre préface cette notion de portfolio. Vous avez retenu 4 éléments essentiels. Le portfolio serait un ensemble constitué à orientation artistique, singulier, en quête d'unité. Ces 4 éléments font écho à la condition postmoderne de l'individu, selon vous. Donc vous pouvez expliciter cet état ? Oui, le portfolio n'arrive pas n'importe comment, n'importe quand. Il est intéressant de constater que ce portfolio prend de plus en plus d'ampleur depuis la fin du siècle dernier jusqu'aux premières années de ce siècle, c'est-à-dire dans ce que d'aucuns appellent la culture postmoderne. Cette culture qui est pour une large part en rupture avec la précédente. Et le portfolio, à travers les caractéristiques que vous avez évoquées, permet de souligner 4 ruptures par rapport à des modes de vie que nous avions il y a 30 ou 40 ans. Première rupture, c'est la façon par laquelle nous ressentons la nécessité de nous définir dans du pluriel, dans une diversité de compétences, dans une diversité d'expériences. Et de ce point de vue, la rupture, c'est la rupture entre le curriculum vitae, qui est unique, mais en même temps qui doit ressembler aux autres curriculum vitae, et le portfolio. Le curriculum vitae, c'est un seul texte, le portfolio, c'est une pluralité de textes pour essayer de cerner ce qu'est l'individu qui se présente. Deuxième rupture, c'est cette civilisation de l'écrit qui nous a tenus depuis la Réforme et l'invention de l'imprimerie, est en train de s'effacer au prix d'une civilisation de l'image. Il n'est pas inintéressant de constater que le portfolio, initialement, était destiné à rassembler des enluminures, à rassembler des tableaux. Donc il y a une question d'art et d'image, en quelque sorte de mise en scène. Et par le portfolio, il s'agit pour l'intéressé, l'auteur, de se mettre en scène, de présenter une image positive de lui-même. Troisième trait, troisième caractéristique, le fait qu'un portfolio ne doit pas chercher à ressembler à un autre portfolio. Il doit être original, et à travers les différents sous-dossiers choisis, il s'agit pour la personne, pour l'auteur, d'affirmer une différence. Distinction.
une différence, une distinction. Se reconnaître en étant différent. Alors qu'il y a 30-40 ans, la reconnaissance passait par la similitude. Il fallait être comme, et maintenant, je dois m'affirmer différent d'eux. Et puis, le quatrième trait qui est fait d'ambivalence et qui rejoint la très grande précarité dans laquelle se trouve aujourd'hui le jeune adulte ou l'adulte plus ou moins avancé en âge, c'est ce fait que cet adulte a du mal à faire le lien entre ces différentes composantes. C'est bien beau de parler d'adulte pluriel, mais quelle unité cet adulte pluriel va-t-il pouvoir tisser entre ces différentes composantes? Et alors vous allez me dire, ouais, c'est des propos un peu abstraits. Le propos concret, c'est l'inverse. Si l'adulte est incapable, à travers son portfolio, d'essayer d'unifier une diversité de textes, cet adulte va se trouver fragmenté, va se trouver écartelé. Et donc, il y a une sorte de jeu entre la pluralité et la fragmentation. Donc, cette démarche, on voit, nécessite peut-être un accompagnement. C'est une notion aussi sur laquelle vous avez travaillé. On peut citer par exemple Penser l'accompagnement adulte, que vous avez dirigé. Pour vous, aujourd'hui, quels sont les plus grands défis de l'accompagnement? J'ai l'impression que vis-à-vis de l'accompagnement, il faudrait opérer la même démarche que vis-à-vis du portfolio, puisque l'un et l'autre sont devenus majoritaires dans nos modes de vie, aujourd'hui, qui ne justifie pas d'être accompagné. Tout le monde a besoin d'être accompagné, à moins de s'engager dans l'un ou l'autre coaching, qui est une variante d'accompagnement. Je crois que ce qu'il nous faut, c'est développer une pensée critique. Je trouve que le portfolio risque de s'appauvrir, comme s'appauvrit actuellement l'accompagnement, si ça devient le remède à n'importe quelle demande individuelle ou sociale. Mais ceci étant dit, l'accompagnement devrait être, semble-t-il, pensé sur un mode de la transition, c'est-à-dire à travers des temporalités bien définies et non pas sur un mode de l'indétermination, un accompagnement en quelque sorte interminable. Et par ailleurs, il me semble que le professionnel, que la personne accompagnée va bénéficier d'un apport si elle est capable d'apporter au professionnel qui accompagne. Et donc, au lieu de penser une relation d'assistance, à quelles conditions penser une relation d'interaction entre les deux. Et puis, je rajouterai un troisième élément, ce qui me paraît le plus structurant pour des personnes qui sont en situation de difficulté, de précarité, c'est cette capacité de pouvoir agir, cette capacité d'être dans l'action. Donc, à quoi sert un accompagnement de personnes oisives ou inactives si elles ne sont pas quelque part dans l'action? Mais c'est peut-être une question pour mon collègue Jacques Aubray, mais je me demande si lui, qui est le grand ou l'un des grands spécialistes des compétences, je me demande si le relais que nous propose l'économiste Amartya Sen de la capacité à la place des compétences, c'est-à-dire être capable d'agir, n'est pas un ressort important qui devrait être la condition sine qua non pour accepter d'accompagner une personne. Je t'accompagne si tu te sens capable de faire quelque chose et si tu le fais. Merci. Eh bien, Jacques Aubray, pour terminer l'entretien avec vous, vous avez postfacé cet ouvrage, vous êtes spécialiste en psychologie de l'orientation. Jean-Pierre Boutinier a souligné l'ampleur que pouvait prendre la démarche portfolio. Est-ce que, pour vous, cette démarche compte parmi les réussites en matière de reconnaissance des acquis? Pour moi, il est difficile, pour l'instant, de parler de réussite de ce courant
de reconnaissance, une validation des acquis. Parce que il y a bien une culture qui s'est instaurée, mais pour l'instant elle a de multiples facettes, et j'ai parfois le sentiment qu'on s'empare d'une pratique comme le portefeuille de compétences, le portfolio, pour servir des intérêts que nous ne reconnaissons pas dans la culture initiale, celle qu'évoquait Jean-Philippe, à travers les personnes de Marthe sans regret, mais de Josette Layec et d'autres, pour ce qui est du courant québécois. Mais aussi, il y a tout un courant français qui est né, qui s'est développé à la fin des 30 Glorieuses, et à partir des lois sur la formation permanente. Permettre à la personne de riposter à ses conditions de vie. Alors, ce courant-là, il est présent dans l'histoire du portfolio, et en particulier, il a bien été marqué par les textes sur le bilan de compétences professionnelles et personnelles. Les décrets portent explicitement la mention du portfolio comme un élément structurant de la démarche bilan de compétences. Il a fallu quand même un certain temps pour que cette démarche, qui est quand même coûteuse en termes d'accompagnement, en termes de travail personnel, se mette en place. Et nous le voyons finalement récemment s'implanter dans les universités. Alors, on ne peut que se réjouir de voir ce qui a été fait ici, mais par ailleurs, je suis une expérience dans une trentaine d'universités françaises qui est du même type, voilà, et qui montre que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'orientation, la démarche qui est décrite ici, mais d'autres démarches qui poursuivent les mêmes buts, n'est pas la seule composante d'un portfolio, mais elle en fait partie. Et si on veut parler de réussite, moi je dirais cette démarche aura un succès quand on aura changé complètement la culture de l'orientation. C'est-à-dire qu'on développe encore une orientation individuelle, voilà, développer son image de soi, se reconnaître, etc. Se reconnaître, bon, s'analyser, analyser son expérience. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui un modèle pertinent pour soutenir toutes les personnes qui se posent des problèmes d'orientation. Dans le portfolio, il y a une double composante qu'on a peut-être sous-estimée, mais qui était présente déjà dans le début de ce courant de reconnaissance et de validation des acquis. Je laisse le mot validation. Cette double composante, c'est se reconnaître pour se faire reconnaître. C'est-à-dire que, quelque part, en orientation, nous allons nous situer dans un contexte, dans un environnement qui est hostile, finalement, à la personne, à l'individu. Et donc, nous avons besoin de compétences, en quelque sorte, de talent, pour que notre négociation nous fasse reconnaître tel que, au fond, nous sommes ou tel que nous sentons que nous sommes. Mais il y a une autre composante qu'on oublie, qui est vraiment présente dans la démarche portfolio, reconnaître l'environnement pour mieux se connaître. C'est-à-dire que ce travail sur soi, c'est important, c'est un travail cognitif dont on reconnaît les bienfaits, mais le travail sur l'environnement, et alors là nous avons de magnifiques ateliers en quelque sorte, ou dans ce qui a été présenté par Philippe, comprendre l'environnement, comprendre les personnes qui nous entourent, ce travail-là, eh bien le portfolio considère que c'est un élément essentiel de la démarche. Et donc on a bien ce double aspect de l'orientation. L'orientation, c'est un processus cognitif et tout ce qu'on voudra, c'est aussi un processus de socialisation. Je ne vais pas trouver... nous n'avons pas notre place dans le monde social culturel. Nous n'avons pas une place dans un monde qui n'est pas harmonisé, qui n'est pas une harmonie universelle. En revanche, nous devons construire avec notre milieu une place qui serve à tout le monde. Donc,
on pourrait faire du portfolio une démarche proprement individuelle. Et là, nous renforçons l'individualisme qui se répand partout. Certaines applications du portfolio, aujourd'hui, soutenues politiquement, vont tout à fait dans ce sens-là. Mais nous pouvons aussi faire en sorte que le portfolio soit un instrument de partage, de mutualisation. Et c'est pour ça que, dans le début de la postface, puisque vous y faites allusion, je signale l'entreprise qui a été faite à certains moments, les arbres de connaissances et le rendez-vous du savoir et des compétences de Michel Autier et puis de personnes. Mais aussi, je m'inspire, parce que j'ai vécu un an au Sénégal, de ce que disait Senghor de la négritude, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, c'est un peu une vision de la société, peut-être un peu idéale, mais au fond, je dirais comme Jean-Pierre, si on regarde bien concrètement, c'est ce que nous faisons tous les jours. Ou bien nous refusons, nous nous renfermons sur nous-mêmes, le portfolio ne servira à rien. Ou bien nous acceptons de partager et nous offrons nos services, et alors là, le portfolio sera une réussite. Sera. Eh bien, on va souhaiter une bonne réussite au livre, en tous les cas, qu'il soit lu par un maximum de professionnels, d'étudiants. Et je voudrais vraiment vous remercier d'avoir consacré ce temps pour la bibliothèque de l'UCO. Merci surtout aussi à l'équipe Web TV, à François Fayet, qui a permis la réalisation de l'enregistrement. Et à une prochaine fois.